Donc aujourd'hui, on va parler sur comment on peut rédiger les mots, la planification de transport, le management des territoires pour stimuler le transfert modal vers un transport plus durable. Et sur le premier slide, vous allez déjà voir les innovations. Donc, on devient de plus en plus intelligent en termes de mobilité et on est de plus en plus également connectés. Donc, la communication entre modes, les outils informatiques avec les smartphones, avec les capteurs dans les rues ou les capteurs dans les voitures, on peut imaginer une amélioration de notre système transport. Si on regarde les enjeux, et ici c'est des graphes de l'Agence européenne sur l'environnement, et là on voit clairement une augmentation du niveau CO2, surtout la ligne qui est au-dessus, en termes de transport, qui reste à continuer d'augmenter. Et là, c'est problématique parce que si on voit les ambitions environnementaux, c'est surtout là où on doit vraiment faire la démarche en plus pour obtenir les objectifs d'émission. Donc là, il est vraiment important qu'on cherche des solutions pour combattre les émissions. Si on regarde les émissions CO2 en Europe, on voit que 32% de toutes les émissions CO2 concernent le transport, dans lequel 73% correspond au transport routier. Dans lequel, si on regarde les voitures individuelles, prendre en compte quand même de nouveau la grande partie, 62% de toutes ces émissions. Donc, c'est là où une politique d'aménagement du territoire et planification de transport devra vraiment essayer d'améliorer la situation. Donc, c'est vraiment important qu'on cherche des solutions pour stimuler un transfert. Si on regarde même les presses, si on regarde en Belgique sur base des évaluations INRIX, on voit que si on regarde la congestion en Belgique, après Anvers et Bruxelles, Liège est désormais la troisième ville la plus embouteillée en Belgique. Et donc, ça veut dire que voilà, on doit vraiment regarder comment on peut arriver à une amélioration. Et bien sûr, les grandes infrastructures qui seront réalisées à ce moment sont déjà une partie de la réponse pour combattre les niveaux de congestion. Donc, et là, j'ai donné l'exemple avec les données TomTom. Voilà, si on a, pour vraiment arriver à une amélioration, une chose qui est vraiment clé est d'avoir l'observation, la diagnostic de la situation actuelle et dans lequel une partage de tous les partenaires qui ont une vision fragmentée sur la mobilité doit se mettre ensemble pour vraiment avoir une vision complète sur la problématique. Une autre chose qu'on doit constater est que notre mobilité devient de plus en plus complexe et qui pose en plus des problèmes pour trouver des solutions adaptées aux besoins de chaque personne. Donc, en plus, on doit constater que les individus ne font pas des déplacements isolés. Donc, typiquement, si on fait un trajet, souvent, on fait aussi avant ou après. Par exemple, on va aller au magasin, on va faire du sport. Donc, il n'y a pas seulement le déplacement domicile, activité, domicile. Donc, l'effet qui rend la discussion et le transfert modal plus difficile est le fait que dans une trajectoire, dans une chaîne de déplacement, il y a plusieurs activités qu'on veut réaliser. Ça veut dire que le nombre d'options en termes de modes potentiels est également limité par la complexité de nos chaînes de déplacement. Et donc, cette complexité doit être prise en compte au moment qu'on essaye de proposer des solutions de mobilité. Et comme on a commencé avec le WooCloud,
on voit clairement que l'intermodalité peut jouer une partie de la solution pour donner une réponse à ce chaîne de déplacement complexe. Et pour moi, une chose qui est vraiment clé est cette graphique-là. Et tu vois, je pose à la fois la question, est-ce qu'on a besoin d'une seule planification, ou je mets également le point d'exclamation. On a besoin d'une seule planification. Donc, l'aménagement du territoire et la politique de transport, c'est une seule chose. Et là, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. Si on vraiment veut arriver à des grands changements en termes d'émissions CO2, on doit également regarder l'aménagement du territoire comme un outil pour la planification en transport. Parce que nos grands changements, c'est nos décisions de mobilité à long terme. Et ils sont impactés par notre utilisation des terrains. Donc, notre aménagement du territoire, il joue un rôle fort important sur tout ce qui est les endroits dans lesquels les personnes vont s'habiter ou travailler, les emplacements locaux, c'est des décisions à long terme. Également, l'infrastructure qui est réalisée. L'infrastructure qu'on met à disposition changerait l'accessibilité. Et si une région devient plus ou moins accessible, à la fois les décisions en termes de création des résidences ou parcs commerciaux, par exemple, c'est des décisions à long terme. Dès qu'on a cet emplacement, voilà, les endroits dans lesquels les personnes peuvent réaliser leur activité sont fixés par l'aménagement du territoire. Donc, si on arrivera à faire une mixité de fonctions, voilà, tu ne nécessites pas de faire des longs trajets pour réaliser vos activités. Et donc, ces décisions à long terme qui sont impactées par nos décisions d'aménagement du territoire, à leur retour, il informera la décision à court terme. Donc, pour les grands changements, c'est vraiment à la fois la gestion d'infrastructures, mais également l'aménagement des territoires qui jouent un rôle important. Donc, pour moi, c'est très clair, ces deux terrains qui sont souvent politiquement divisés et coupés, c'est une seule matière qui est nécessaire d'avoir une vision globale pour attaquer la mobilité. Et donc, après, on peut regarder quelles mesures en plus on peut réaliser pour améliorer les décisions de mobilité à court terme. Si on voudrait arriver à un transfert modal, on doit vraiment utiliser l'hiérarchie STOP. Donc, STOP, ça veut dire stoppen, donc la marche. Ça veut dire trappen, donc l'utiliser les vélos, le transport en commun et à la fois les voitures privées. Donc, on doit d'abord favoriser la marche, après le cyclisme, après les modes collectifs et après les modes privés. Et donc là, c'est vraiment clé qu'on arrivera à d'abord réfléchir à la marche, après le cyclisme. Et donc, cette pyramide montre également quand on va désigner nos routes, qu'on doit utiliser ce principe. Donc, si on donne l'infrastructure aux modos, ils vont l'utiliser. Et le confinement à Bruxelles, au moment que c'était au début du confinement, on a clairement vu si tout est bloqué, à ce moment, les personnes réutilisent et reprennent les voiries pour faire le cyclisme ou pour faire la marche. Donc, la provision d'infrastructures pour ces modos, elle est vraiment hyper importante. Et ici, c'est un exemple qu'on peut trouver malheureusement partout dans notre pays. Une chose qui est vraiment claire, on doit arriver avec une infrastructure connectée et partout, surtout une continuité de notre infrastructure. La manque de continuité dans l'infrastructure va également influencer l'utilisation potentielle, par exemple, pour le cyclisme. La figure suivante montre clair que voilà, si on regarde les routes et on veut désigner des routes, les rues doivent être un endroit de rencontre des personnes.
trop souvent, on réfléchit purement l'aspect opérationnel des routes, mais en pratique, c'est vraiment une vie sociale et un endroit dans lequel les personnes peuvent se trouver en utilisant idéalement de nouveau l'hiérarchie qu'on a regardé avant. Et si on est intelligente dans la manière qu'on va créer les rues et tout l'espace, on peut même stimuler les activités et également, par exemple, le nombre d'activités commerciales dans des rues. Donc là, on doit vraiment regarder les rues, pas seulement comme une infrastructure, mais vraiment comme un espace public. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut stimuler un transfert modal, par exemple, des voitures vers le transport en commun? Et un facteur clé dans cette discussion est ce qu'on appelle le travel time ratio. Et ce ratio, c'est le ratio entre le temps de déplacement en transport en commun divisé par le temps de déplacement en voiture privée. Et ce facteur, il doit être le plus bas possible pour avoir un transport en commun réaliste. Donc, à la fois, c'est ce facteur qui est primordial. Deuxièmement, on a besoin de la fiabilité du temps de trajet. Donc, on aimerait être certain qu'on peut réaliser les déplacements et avoir une idée qu'il n'y a pas de problème opérationnel. Mais en pratique, on voit que voilà, pour le temps de déplacement en transport en commun, c'est souvent problématique. Et le grand enjeu dans le transport en commun est souvent la manque d'hiérarchie dans nos réseaux. Quel est le problème? En pratique, le transport en commun sert deux objectifs assez différents. À la fois, le transport en commun doit vraiment connecter des centres de masse, des centres de gravité, dans lesquels on aimerait de transporter des grandes masses de public d'un point à l'autre. Pour ça, on a besoin de lignes assez rapides pour être concurrentielles avec les voitures. Mais également, le transport en commun est utilisé comme un outil pour donner accessibilité à tout le monde. Mais donner accessibilité à tout le monde, ça veut dire qu'il y a plus d'arrêts, donc qui diminue la vitesse opérationnelle des modes de transport en commun. Donc là, la balance entre ces deux objectifs est vraiment difficile et peut-être on doit plus réfléchir à vraiment séparer ces deux objectifs avec deux solutions différentes. Mais en pratique, souvent on essaye de mélanger ces deux objectifs et on arrivera un compromis, mais qui, à la fin n'a pas un temps de trajet réalistiquement concurrentiel avec les voitures. En plus, si on regarde l'infrastructure pour la marche et le cyclisme, là, il y a différents aspects qui jouent un rôle. À la fois, on doit favoriser la continuité, donc vraiment assurer si sur tout un chemin, toutes les infrastructures sont bien aménagées et même des petits points sur un trajet long mais qui sont dangereux, on doit vraiment réaménager ces différents points parce que si on obtiendra une plus large continuité, ça c'est vraiment primordial. Également, on doit favoriser la sécurité à la fois pour l'utilisation, mais également pour les facilités connexes, par exemple le stationnement des vélos qui est sécurisé. Et là, on peut vraiment arriver à des grands parkings de vélos. Et la figure que je montre ici, c'est la gare de Rotterdam. Donc, le parking de vélos à la gare de Rotterdam qui a une énorme masse de vélos potentiels qui peut être réalisé. Également, on doit réfléchir à des facilités. Par exemple, si on viendra en vélo, on aimerait avoir des facilités pour se laver dans les douches, par exemple, pour ceux qui font des trajets un peu plus intensifs. Par exemple, monter le Sartillon, ce n'est pas donné pour tout le monde. Donc là, si tu as fait cet effort physique, également, tu aimerais avoir l'hygiène qui est. Également, on doit trouver une solution si on voudrait avoir l'intermodalité. Ça veut dire qu'on doit avoir l'information des différents modes qu'on peut utiliser dans un seul endroit. Donc, on doit intégrer l'information. Idéalement, on doit facilement payer avec une seule carte. Donc, si tu peux utiliser
les vélos partagés, les bus, etc. Ça, tous avec une seule outil, une seule méthode de paiement. Donc, les solutions MaaS, donc Mobility as a Service, vont dans ce sens-là. Donc, vraiment faciliter qu'à la fois l'information est intégrée et à la fin l'achat des billets est également intégré. Donc, ça, c'est vraiment le but et pour faciliter et de limiter la difficulté de changer d'un mode vers une autre. Cette figure qu'on voit ici, c'est vraiment un hub multimodal, donc un point de transfert dans lequel on peut transférer d'un mode à un autre mode. Et mon collègue Bruno va après te donner tout en détail comment on peut réaliser et vraiment mettre en œuvre ce principe de hub multimodal. Donc, à la fin, j'ai donné 2 vidéos. Je vais te montrer une de ces 2 vidéos pour montrer on doit réaliser des activités et réfléchir à comment on peut augmenter la valeur pendant le déplacement. Donc, on voit donc un nouveau mode de transport, mais la chose on voit clairement l'interaction avec autres déplacements qui vont alimenter ce mode de transport principal. Et là, on aimerait avoir vraiment des connexions sur la mobilité. Et si on va voir à l'intérieur de ce mode, on va constater que on a vraiment des valeurs ajoutées au moment qu'on fait le déplacement. Ici, c'était un peu futuriste, mais le but est vraiment de réfléchir à comment on peut arriver à une utilité positive pendant on est en train de se déplacer. Donc, si on peut travailler, par exemple, au moment qu'on est en train de se déplacer, voilà, là, le temps de trajet est moins important et on peut utiliser ça même comme un aspect positif. Et là, il y a différentes entreprises qui réfléchissent à même compenser leurs employés pendant le trajet domicile-travail, s'ils travaillent dans le train, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ajouter dans la discussion. Voilà, donc si vous avez des questions ou vous avez des remarques ou vous avez regardé des solutions ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Et après l'exposé de Bruno, il y a le temps pour poser toutes vos questions. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais un petit peu quelque part préciser, compléter ce que Mario vient déjà d'aborder. Au départ d'une réflexion qui nous avait été demandée donc, dans le cadre de la CPDT, donc Conférence permanente sur le développement territorial, donc, qui est un programme de recherche en développement territorial, piloté par le gouvernement wallon. Donc, la thématique nous avait été demandée donc, de fait par le gouvernement wallon, comme quoi, effectivement, celui-ci s'intéresse de fait à ces questions-là. Alors, peut-être pour replanter le décor, quelques chiffres, je ne vais vraiment pas vous noyer par rapport à ça, mais quelques rappels me semblent importants. Donc, première chose, c'est un peu l'élément déclencheur de notre réflexion, c'est le plan d'investissement 2019-2024. Maintenant, on en a un nouveau, maintenant, avec le nouveau gouvernement, qui avait déjà, dans lequel était évoquée effectivement la question de plateforme multimodale, c'était le terme employé, et le projet était d'en développer une centaine à l'époque. Le nouveau plan confirme en tout cas la volonté, même si les termes ont évolué, peu importe. Et donc, au niveau du SPW maintenant, de toute évidence, le SPW va procéder à l'engagement d'une personne qui aura plus particulièrement de la charge justement de développer ces pôles d'échange.
Alors, un élément important, et sans doute la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, qui est ce qu'on appelle la vision FAST, donc, qui date aussi de 2017, donc qui est quelque part l'ambition que s'est fixée le gouvernement et qui a été reprise notamment dans la nouvelle DPR par le gouvernement actuel, d'évolution en termes de part modale et qui repose aussi, à préciser, sur une réduction de la demande en transport. Donc elle repose, cette vision-là aussi, sur une diminution du nombre de transports, mais qui implique, et vous avez les chiffres sous les yeux, un changement majeur en termes de comportement au niveau des usagers, puisque grosso modo, notamment au niveau des transports en commun, le principe est de doubler le nombre d'utilisations, le nombre de voyages au niveau des transports en commun. Donc c'est quand même une démarche extrêmement volontariste et ambitieuse vers laquelle c'est de fait engagé le gouvernement. Alors, je vais avancer, dire suivante. Quelques petits chiffres très rapidement. Je ne vais pas aller dans les détails au niveau des chiffres, mais quelques rappels me paraissent quand même néanmoins importants. En 2017, puisque maintenant on a eu 3 nouveaux points d'arrêt, mais enfin on avait 262 gares réparties dans 131 communes. Il faut savoir qu'on a 262 communes en Wallonie, donc ça veut dire que la moitié des communes n'ont pas de gare déjà. Hein. Et quand on regarde simplement les chiffres ou le graphique est peut-être encore plus éclairant, qu'est-ce qu'on voit? On avait catégorisé les gares en 4 grandes classes et on voit simplement que ce qu'on a appelé les gares régionales, qui sont au nombre de 5, elles représentent plus du tiers des montées, donc les 5 grandes gares. Et à l'inverse, on a ce qu'on appelle des gares de proximité. Il y en a une quarantaine, donc c'est 16%, et elles représentent 0,6% des montées. Ça veut dire qu'on a un nombre de montées moyen de 35 montées par jour au niveau de ces gares. Il est clair que tout de suite, ce chiffre interpelle quelque part aussi à la rentabilité que peuvent présenter encore ces gares quand on a parfois des points où il y a même moins d'une vingtaine de voyageurs par jour. Ce genre de situation, d'ailleurs, ne se trouve plus en Flandre, il n'y en a plus qu'en Wallonie. Et donc, ça veut dire que c'est aussi un enjeu majeur, quelque part, de renforcer le recours, notamment au niveau du train, pour aussi, c'est aussi une façon de le pérenniser en matière d'efficience et de coût, évidemment. Au niveau, j'avance toujours, au niveau toujours de caractérisation de l'offre, là, je passe au niveau des bus. On a à peu près un peu plus de 15 000 arrêts Bustex en Wallonie et plus de la moitié, 55%, ont une offre inférieure à 10 passages par jour. Et 58% des arrêts sont utilisés par moins de 5 voyageurs par jour. Et à nouveau, sur le graphique, on voit effectivement la répartition entre nombre de montées et nombre d'arrêts. Donc, le nombre d'arrêts qui font plus de 1000 montées par jour est extrêmement faible, c'est 0,3%. Hein. Et si on reprend rien que la commune de Liège, donc Liège commune, Liège commune représente 27% du nombre total de montées par jour de toute la Wallonie. Donc, plus du quart des montées se situe sur la commune de Liège. Donc, ça veut dire que Liège équivaut, si on classe toutes les communes, les 260 communes dans un ordre décroissant, le nombre de montées pour Liège seul est équivalent au total des 236 communes en commençant par le bas. Donc ça vous donne un peu une idée aussi d'un problème de répartition, évidemment, par rapport à l'équilibre, y compris financier, soyons clairs, en termes de coûts d'exploitation, de la fréquentation des transports en commun. Hélas, toujours au niveau des bus, à ce niveau-ci, on voit qu'on a identifié des arrêts qu'on considère comme structurants qui sont au nombre de 763, peu importe, 55%. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la carte?
toutes les communes oranges sont des communes où effectivement on n'a ni arrêt structurant ni gare. Donc c'est des communes qui effectivement, en termes d'offres, sont particulièrement mal loties. Maintenant, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a le lien aménagement du territoire et organisation des transports. Et c'est clair que plus on a une dilution des populations au sein du territoire, plus il est compliqué et difficile, évidemment, d'organiser des transports au niveau des transports en commun et surtout de les hiérarchiser. C'est tout l'enjeu, évidemment, des réflexions qu'on peut mener, notamment qui ont été menées au niveau de l'agglomération liégeoise. Alors, encore un petit élément quelques chiffres, si on regarde la multimodalité, donc voilà, 14% des montées de bus sont situées au niveau d'une gare. Et 100 communes ne disposent pas d'un nœud de 100 montées. Donc, que ce soit des communes sans gare ou sans arrêt structurant. Donc là aussi, effectivement, ça pose question. Et le gros débat, quelque part, et notamment dans la perspective des pôles d'échange, je vais venir après, on va définir un peu plus le concept, c'est la question du choix entre l'efficience et l'équité. C'est-à-dire que d'un côté, il est clair qu'organiser, structurer, massifier les déplacements, on a plus de chances de le faire, là il y a des gros volumes, c'est évident. D'un autre côté, en termes d'équité, c'est clair qu'on va se focaliser sur certains lieux et que d'autres risquent effectivement d'être moins privilégiés, en tout cas, pas forcément oubliés, mais en tout cas moins privilégiés. Donc, c'est un choix effectivement qui n'est pas simple, qui est un choix aussi politique et qui est évidemment extrêmement lié à l'organisation du territoire, c'est évident. Alors, on va maintenant peut-être préciser la notion, donc le concept de pôle d'échange. Donc, il y a différentes terminologies. C'est vrai que, je vous dis, nous, on a finalement retenu le terme de pôle d'échange. On peut parler aussi de pôle ou de plateforme modale, mais c'est vrai qu'on trouvait que ça faisait un petit peu trop référence au transport de marchandises. Et on a d'autres termes qui sont en train d'apparaître. Je vais y venir par rapport après. Le principe est donc ici, on travaille, c'est un lieu d'articulation entre les différents réseaux et donc entre les différents modes et surtout qui vise à faciliter la connexion, les échanges entre ces différents modes. C'est vraiment le grand principe. Donc effectivement, on a trois fonctions par rapport à ça. Une fonction transport, ça veut dire que de fait, il faut une offre et il faut une bonne connexion, évidemment. Donc, ça veut dire toute la question des ruptures de charge, etc. On a évoqué, je vais y revenir, la question du temps. Mario l'a déjà évoqué. Une fonction urbaine qui est extrêmement importante dans la mesure où ces pôles peuvent être aussi des lieux dans le territoire un peu de polarité, de concentration, d'activité, avec aussi des questions d'accessibilité, de lisibilité aux lieux, aux pôles évidemment, aux plateformes. Et un troisième élément qui est essentiel aussi, qui est la notion de service dans la mesure où ces lieux sont susceptibles d'accueillir toute une série on va dire, de services de proximité divers, ce qui permet notamment, par rapport à la question du temps évoqué par Mario et de la perte de temps qu'on peut avoir en transport en commun, c'est clair, de nouveau, de regagner du temps, on dirait, par la présence de services divers, que ce soit des lieux de consommation, d'achat, à la limite des espaces de travail, peu importe. Il y a toute une série de solutions, de possibilités, je vais y venir après, mais de façon à quelque part valoriser davantage le temps, entre guillemets, perdu, qui doit être réduit au minimum. On est bien d'accord par rapport à ça.
Donc, et bien souvent, par rapport à ces espaces-là, ce sont les petits détails qui font l'importance et qui font qu'un lieu s'avère extrêmement praticable ou pas. Alors, concept, et là aussi, Mario a déjà un petit peu quelque part abordé, effectivement, le pôle d'échange, c'est un hub, et on a un modèle qui est assez intéressant, sur lequel on se base aussi au niveau wallon, qui est le MobiPunt flamand, hein, qui a été développé en partenariat avec Taxistop maintenant, qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur, hein, en Flandre. Hein. Et donc, comme le montre la petite illustration, c'est effectivement une concentration à la fois de multimodale et à la fois de services. Et donc, on a au niveau wallon ce qu'on appelle la SRM, Stratégie régionale de mobilité, qui a été publiée en 2019, qui définit de fait deux types de pôles, à la fois les mobipôles, qui est le terme qui commence à se promouvoir à l'échelle au niveau wallon. Et on parle effectivement du lieu physique de hub qui converge différentes infrastructures de mobilité et où les usagers devront se rendre pour accéder à une offre qualitative et performante. Et puis, on a les mobipoints, on va dire, qui sont davantage une logique urbaine et peut-être moins structurante et davantage orientée mode doux et voitures partagées. Élément essentiel qui n'apparaît pas ici dans les définitions, c'est aussi la notion effectivement de service par rapport à ça. Alors c'est clair que quand on a notamment publié, je représente, enfin je l'évoquerai après, un guide méthodologique par rapport à la conception, à la mise en œuvre de ces mobipôles, de ces pôles d'échange. Il est clair, et on revient avec tout ça dans le guide, qu'il y a toute une série de concepts que Mario a évoqués, comme le principe STOP, par exemple, qui est en Flandre, qui est un principe évidemment fondamental, hein, qui absolument, comme celui de l'accessibilité universelle, donc c'est-à-dire l'accessibilité pour tous, y compris au PMR et ainsi de suite. Dans la conception de ce genre ce type de hub, il est clair que ce sont tous ces éléments-là qui sont totalement déterminants, de même que la dimension, par exemple, information, etc. Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'on doit effectivement retrouver et de manière opérationnelle et la plus efficiente possible au niveau de ce que seront les futurs mobipôles wallons. Alors, je vais parcourir ici quelques petits exemples on va dire, de bonnes pratiques de réalisation qui s'apparentent effectivement à des pôles d'échange et comment est-ce qu'on voit un peu comment on peut tendre vers une organisation plus efficiente, même si ce n'est pas conceptuellement parlant le mobipôle dans sa stricte définition. Ça, c'est un exemple qui vient de gares suisses et qui finalement n'a rien de... Il y a encore une animation qui doit venir, un petit document, voilà, qui n'a rien d'exceptionnel. C'est simplement un principe de labellisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gares suisses sont organisées en différents niveaux. Bah, on a quelque part un petit peu ça chez nous aussi. Mais qu'en fonction du type de gare, et c'est surtout l'usager, c'est d'office quel type de service dont il va bénéficier. Donc, c'est clair que c'est à la fois une démarche marketing qui vise à améliorer l'attractivité des gares. Ça facilite aussi les choses, même en termes de développement, puisqu'on a des cahiers de charges standardisés, etc. Et donc, de dire, à partir du moment où vous êtes dans tel type de gare, en fonction de l'importance, de l'offre essentiellement et de la fréquentation, vous allez trouver, et de façon obligatoire, tel type de prestation, de service. Mario en a évoqué quelques-uns, ça peut être la biotique, l'information, éventuellement de quoi s'abriter, etc. Donc, et la réflexion, clairement aussi, enfin, la SNCB tend vers ce principe-là progressivement aussi, il faut le préciser. Alors, autre exemple de réalisation, là on est à Nieberdron-les-Bains, donc c'est une petite localité du Bas-Rhin, c'est moins de 5000 habitants.
C'est sur des appels à projets. On fonctionne de plus en plus, notamment en France, mais chez nous aussi, avec des appels à projets. Ça, c'est un appel à projet SNCF. Et donc, c'est ce qu'ils appellent simplement une halte éco-durable, avec effectivement un espace à la fois, on voit quand même, on a un aménagement qualitatif, panneaux solaires, etc. Et aussi des services qui viennent se greffer dessus, crèches, logique de tiers-lieux. La SNCF a lancé plusieurs appels à projets pour développer des projets de type tiers-lieu dans ces gares. Donc, voilà comment on arrive à valoriser finalement et à renforcer la fonction transport à travers l'insertion de prestations de services. Ici, on est à Donsanguin, c'est dans la banlieue lilloise. De nouveau, c'est une localité de un peu plus de 5000 habitants. Et on joue très, très fort. Et une autre illustration, pardon. Voilà, sur effectivement l'intermodalité et la facilité de passer d'un usage à l'autre avec du vélo, etc. Généralement, je reviens à ça au niveau, par exemple, des mobipoles flamands en Flandre, sont associés des blue bikes, donc du vélo à location. Ça devient quasi systématique aujourd'hui. Autre exemple de réalisation, et là, effectivement, on est en Flandre. Et là, la démarche est intéressante. En 2 mots, c'est pour le Mobipole, on l'a carrément déplacé au niveau de la ville de Deins. Pourquoi? Pour se rapprocher, effectivement, d'un gros pôle scolaire, en faciliter l'accès de nouveaux modes actifs, à commencer par le vélo. Et donc, on a développé ce pôle bus, avec vraiment une application à la lettre de ce fameux principe STOP qui maintenant, je crois, est dans la tête de tous les aménageurs d'espace public. Encore un autre exemple. Mobipole de Deins, donc voilà, avec aussi une signalétique commune. Je crois que ça aussi, c'est important, la signalétique, le fait que à partir du moment où on voit un panneau, on sait tout de suite à quoi ça correspond, évidemment. Donc, l'identification, la démarche de type marketing, mais dans le sens positif du terme, est évidemment extrêmement importante et on peut avoir toute une série de fonctions complémentaires. Alors, quand même, des petites réalisations aussi près de chez nous, enfin petites, pas si petites que ça, qui témoignent progressivement de cette évolution. Là, c'est l'évolution ça c'est la gare d'Ersal, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la gare, elle a été développée dans le cadre de la rénovation urbaine, avec des financements européens. Et ce qu'on voit bien sur l'image, c'est que la gare qui était à l'arrière, donc qui tournait le dos par rapport au centre d'Ersal, c'était celle-là à l'origine. Aujourd'hui, c'est celle-ci, on l'a fait basculer de l'autre côté des voies, pour la rapprocher simplement du centre de gravité de la commune et en faciliter l'accès. Et on a développé tout autour du logement notamment et d'autres fonctions. Le seul malheureusement souci, c'est au niveau de l'animation de cet espace et de la gestion de cet espace où il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Mais on s'inscrit dans une vision extrêmement transversale à ce niveau-ci, qui de fait allie la réflexion en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité. Alors, autre exemple, toujours près de chez nous, ça c'est à Aiguezé. Aiguezé, c'est une petite localité de 16 000 habitants. Et donc, là, c'est une initiative du Tech Namur-Luxembourg qui a vraiment pour volonté d'améliorer ces arrêts de bus, tout simplement. Donc, on est sur une ligne express, là. Et donc, on voit qu'à travers les aménagements, qu'est-ce qu'on a fait? On a des abribus extrêmement confortables, on a effectivement le distributeur de billets et on a des parcs à vélo, j'y arriverai, des parcs à vélo qui sont sécurisés. En plus, on se situe à la jonction de Ravel et de parcours de loisirs. Donc voilà, avec des choses, on a aussi retravaillé l'accès direct au niveau, la jonction bus-voirie pour effectivement les personnes à mobilité réduite. Donc à travers des aménagements finalement relativement simples, je le mets entre guillemets,
comment on peut améliorer de façon extrêmement significative le confort de l'usager et donc renforcer l'attractivité effectivement du transport en commun. En plus, là, à Aiguezé, on se situe non loin du centre de la commune où il y a une offre commerciale, etc. Et donc là, on valorise effectivement cette localisation. Attendez, il me semble que j'en avais un, il me semblait bien. Voilà, autre exemple encore. Ici, c'est une démarche développée par la province de Liège. Et ça, c'est le premier, ce qu'ils appellent des parkings d'éco-voiturage. Donc là, on est dans une localité à Limoux, donc c'est la commune d'Antibes, c'est 4000 habitants. Et simplement, à travers l'aménagement d'un espace qui était au départ un arrêt de bus, où on en a fait on a mis quelques places, il y a une dizaine de places pour les voitures. On a de l'information au niveau touristique, on a une signalétique. Et en plus, sur la photo, il y a une petite école qui est juste derrière, donc ça veut dire que les gens peuvent venir soit plus facilement en bus, soit en voiture. Et quelque part aussi, on a retravaillé toute l'entrée de village à travers cet aménagement-là, hein, avec effectivement des aménagements, des abribus de qualité, etc. Et donc, ça donne tout de suite une autre image, et de nouveau en lien, y compris avec le transport en commun, même si l'offre à ce niveau-là reste extrêmement limitée. Donc, ça montre comment on peut travailler à différentes échelles, à différents niveaux, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, et la façon dont progressivement on peut tendre vers ce principe de pôle d'échange qu'on va appeler à Wallonie Mobipôle, et donc de favoriser cette intermodalité. Alors, quelques éléments pour ceux que ça intéresse. Donc, on a réalisé différentes publications. Elles sont toutes sur le site de la CPDT, donc elles sont toutes téléchargeables gratuitement. À la fois sur le volet benchmark, on a fait aussi une réflexion, les quelques chiffres, on en a bien d'autres, proviennent en fait d'une demande qui nous avait été faite d'avoir des critères de sélection pour développer, pour choisir les nœuds qui seraient la base des Mobipôles, sachant qu'effectivement, le principe dans lequel nous avons travaillé, c'est que la base de la réflexion, c'était, et c'était inscrit sur un slide, c'était l'offre en transport en commun. Donc ça veut dire l'offre existante au niveau bus et au niveau gare. Parfois, il faut peut-être aussi envisager soit de revoir l'offre dans son organisation, soit dans des communes où effectivement le potentiel est vraiment trop faible, de faire du report modal. Donc ça veut dire d'aller se greffer quelque part sur un autre lieu dans un principe de hiérarchisation, comme l'a évoqué tout à l'heure Mario. Deux autres publications. Ça, c'est un atlas des gares. Et la dernière, c'est un Vademecum, justement, sur la mise en œuvre de ces pôles d'échange. Donc, on avance pas à pas quelque part dans la réflexion. On s'adresse ici essentiellement, notamment aux acteurs communaux, aux bureaux d'études et ainsi de suite. Alors, en conclusion, peut-être, et quelques grandes recommandations. Donc, effectivement, on a intérêt vraiment à avoir une vision totalement globale par rapport à ces Mobipôles. Hein. Ça, c'est évident, hein, à ces plateformes. En intégrant, parce que c'est un constat aussi, toute la question du potentiel foncier. Pourquoi? Ben, simplement pour pouvoir venir à l'occasion, et généralement c'est le cas, notamment autour des gares, densifier évidemment ces lieux. Donc, renforcer la demande potentielle au niveau du transport en commun. Le rôle très intéressant qu'on a pu observer dans différents pays, je l'ai évoqué pour la France avec la SNCF, des appels à projets. Je crois que ça donne une émulation quelque part au niveau des acteurs locaux. L'intérêt aussi d'avoir de standards de labellisation, de standards des équipements qu'on peut retrouver, que ce soit au niveau du transport bus ou du transport ferré. Toute une problématique ici qu'on a de manière assez spécifique en Wallonie, mais enfin ça se passe aussi dans d'autres pays, en France aussi notamment, qui est la réappropriation des gares désaffectées. Ce sont plus souvent des bâtiments assez intéressants, de beaux bâtiments. Et là aussi, les choses sont en train d'évoluer, y compris du côté de la SNCB.
L'assimilation des P plus R en tant que pôle d'échange aussi, il ne faut pas que ce soit des logiques uniquement voiture-voiture. Bon, ça a été le cas, ça n'est plus aujourd'hui, mais ça l'a été un petit peu trop. Et je crois, dernière chose, c'est l'anticipation des évolutions des technologies, des comportements. Et là, je vais citer deux choses. Mario y a fait référence au concept MaaS, Mobility as a Services. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Donc, ça a été développé en Finlande au départ. Il y a déjà, ça date de 2015-2016, je crois. Ça doit être sur le transparent de 2016. Le principe, et on se situe dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, hein, qui valorise non plus la propriété mais l'usage. Le concept, c'est que l'usager achète un abonnement pour lequel il va disposer de voitures partagées, de bus, de trains, de vélos partagés. Et en fonction du tarif que vous avez ici, ben, on aura une offre plus ou moins à sa disposition, plus ou moins importante. Ce concept aujourd'hui est en test, est à l'étude à Anvers et à Gand. Alors, il est clair, et est en train de se développer un petit peu partout, il est clair que pour qu'il puisse s'appliquer, ben, il faut évidemment toute la question de l'intégration tarifaire, il faut aussi que la multimodalité soit évidemment organisée, qu'elle soit possible. Autrement, jamais personne ne va acheter un abonnement s'il ne sait pas facilement passer du train à la voiture partagée ou au vélo. Hein, ça, c'est évident. Donc, là aussi, l'organisation de l'offre avec ces principes de hub, de pôle, est évidemment fondamentale. Et aujourd'hui, et quelque part le petit film de Mario l'anticipait aussi, bon, ben, on est sur une évolution technologique et des comportements, je crois que ça c'est fondamental aussi, extrêmement rapide. La crise sanitaire nous en a encore donné l'exemple avec l'explosion du vélo. Hein, elle était amorcée, mais elle ne fait que croître. Hein, il faut savoir que déjà l'année dernière, on a vendu en Belgique plus de vélos que de voitures. C'était la première fois. Hein, et que parmi ces vélos-là, ça veut dire 500 000, hein, grosso modo, la moitié étaient des vélos électriques. Donc, il y a une évolution qui se fait et une évolution dans le comportement. Hein, et je prends toujours comme exemple et comme clin d'œil qui aurait imaginé, il y a encore peut-être 4 ou 5 ans, que les trottoirs de nos villes seraient envahis de trottinettes. Et que ça poserait une question quelque part et interpellante, question en termes même de gestion urbaine, parce que quand on sort d'une gare, ce qui fut le cas à certains moments donnés, notamment sur Bruxelles, et qu'on ne sait plus circuler parce qu'il y a un tas de trottinettes et qu'on n'a pas d'outils même législatifs et réglementaires par rapport à ça. Voilà. Donc, les choses évoluent très rapidement, y compris d'un point de vue technique, des comportements. Et bien malin celui qui pourrait dire dans 10 ans comment on va se déplacer. Mais néanmoins, dans les réflexions d'aujourd'hui, à la fois effectivement, et Mario avait bien raison, territoriale et de mobilité, et ça fait un tout, les enjeux et l'évolution technologique restent également fondamentaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Christine pour l'invitation. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le premier prix du Climaton Liège, une solution à une cause qui nous tient à cœur et qui nous concerne tous. Je vous propose tout d'abord de prendre une grande inspiration et une grande respiration. Savez-vous ce qui pollue le plus l'air d'une ville? La première source de pollution, c'est la mobilité, c'est le trafic routier. Comme Mario et Bruno l'ont souligné, la mobilité est un enjeu à la fois environnemental et socio-économique pour nos entreprises et nos pouvoirs publics. Nous avons donc, avec notre équipe, décidé de nous attaquer à ce problème et décidé de proposer de développer une solution pour répondre aux besoins des entreprises et des citoyens en matière de mobilité. Et ce, afin d'en avoir un impact le plus positif sur une économie décarbonée, sur la société et pour le respect de l'environnement. Débutant avec les vélos et les trottinettes électriques, notre solution, la Bikebox, est la tiny house de la mobilité durable
entre le domicile et le lieu de travail. Déposez-y votre moyen de transport de manière sûre. Rechargez-le si nécessaire. Prenez une douche. Achetez des services complémentaires au même endroit et déplacez-vous sans peine pour votre travail durant votre journée. 3 exemples de vitrines de sensibilisation et d'utilisation de la bike box. La bike box occupe uniquement l'espace d'une place de parking. Elle a vraiment été mesurée pour s'intégrer sur le site d'une entreprise ou dans l'espace public en respectant l'aménagement du territoire. Placer la bike box, par exemple, proche d'un hub qui regroupe des entreprises ou des indépendants, tels que la future Grand Poste. Placez-le également entre le domicile et le lieu de travail pour passer facilement d'un moyen de transport à un autre. Par exemple, si vous êtes obligé de conduire vos enfants en voiture à l'école, on pourrait imaginer que près de l'école, il y ait notre bike box, notre hub de la mobilité durable, pour laisser son vélo, laisser sa voiture et reprendre son vélo. Et puis ensuite, sur le chemin, éventuellement, arriver à son lieu de destination ou combiner son vélo avec un autre moyen de transport tel que le tram. Et enfin, placez-le sur le site de votre entreprise. Comme je le disais, ça occupe uniquement la place d'un espace de parking extérieur ou intérieur. Pour répondre aux besoins des entreprises, la bike box permet de répondre à l'attention portée par les citoyens et les entreprises au bien-être de leurs équipes, à la réduction des émissions de CO2, ainsi qu'aux problématiques qui nous ont été confirmées par les entreprises durant notre développement. Les problématiques les plus importantes sont les problématiques de mobilité en ville, de déplacement domicile-lieu de travail, de distance donc entre le domicile et le lieu de travail, de sécurité également par rapport à son vélo et ses effets personnels, et également le problème de manque d'infrastructures, que ce soit sur le trajet domicile de travail ou sur le site de l'entreprise, s'il y a peu de personnes, une personne par exemple, qui utilise le vélo ou un autre moyen de transport doux pour se rendre sur son lieu de travail. L'avantage de notre solution, c'est que nous faisons appel en fait à un nouveau modèle économique, le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité, qui valorise plutôt l'usage du service plutôt que la propriété. Et donc, nous proposerons un système d'abonnement pour nos clients qui permettra de limiter les investissements pour les entreprises et les indépendants et d'assurer la flexibilité et la tranquillité d'esprit pour nos utilisateurs en fonction de l'année, enfin du moment de l'année ou des périodes de télétravail obligées en raison de la crise du coronavirus ou d'autres crises possibles ultérieurement. Merci à tous et merci particulièrement à Liège Creative, au Venture Lab et à ETIAS qui soutiennent notre développement de produits car il répond à une opportunité concrète et réaliste pour les besoins des entreprises et des citoyens face à la problématique de la mobilité. Restons en contact pour vous aider dans votre cas personnel, pour votre cas personnel en tant qu'indépendant ou en tant que responsable d'entreprise pour favoriser le bien-être et la mobilité sur votre lieu de travail. Merci à tous et merci à Liège Creative. Merci Sébastien.